5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On s'intéresse aujourd'hui aux enjeux de la COP28 qui s'ouvre ce jeudi à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Une pétro-monarchie qui accueille une conférence sur le climat. Forcément, ça fait jaser. Le pays est 7e producteur de pétrole brut et on le sait, la planète se réchauffe fondamentalement à cause de cette ressource. Et puis, c'est le patron de la compagnie pétrolière nationale qui va présider les assises. Foutage de gueule, s'indignent les activistes de l'environnement. Encore un balai pour pas grand-chose, disent-ils. Entre scepticisme, indignation et espoir, la COP28 va-t-elle pouvoir faire avancer enfin les discussions sur la préservation de la nature face à une urgence mondiale où la planète suffoque comme jamais, avec comme corollaire les catastrophes naturelles qui n'en finissent plus. Dubaï, terre d'accueil, terre d'espoir, j'allais dire, ou de désillusion. Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table les habituels francs-parleurs du mardi, rejoints par Fulbert Adjime-Rosso. William Apollinaire-Tchoki lui a cédé sa place puisqu'il s'est envolé pour Dubaï pour être l'œil, bien sûr, de 5 sur 7 matin, mais aussi de la télévision nationale auprès de ces assises, pour nous en apporter, bien évidemment, pour nous rapporter en temps réel les informations utiles, nécessaires à savoir. Fulbert, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, donc, au quotidien du service public La Nation. Précédemment, voilà, journaliste. Précédemment, journaliste au quotidien du service public La Nation. Oui. Bonjour et bienvenue. Merci. Alain Tossounan, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Et M. Sago, bonjour et bienvenue. La seule COP qui vaille pour lui, c'est la COP sur la biodiversité. Les autres COP, c'est n'importe quoi. C'est son avis tranché et ça ne risque pas de changer, n'est-ce pas, M. Sago? Ça peut changer. Ça peut changer. L'autre a dit ça peut changer, oui, ça doit changer et ça va changer. D'accord. S'il change, ça va changer. D'accord. Allez, Fulbert, cette COP 28 est déjà, depuis bien longtemps, sujette à polémique, déjà en raison du pays qui l'accueille, les Émirats Arabes Unis, et du patron de la COP, qui est en même temps le président, le responsable, le patron de la compagnie nationale pétrolière des Émirats Arabes Unis. Oui, c'est difficile pour les acteurs de la vie civile d'accepter cette COP sous ce format-là. On a l'impression que déjà la COP est phagocytée déjà par les lobbies, les patrons même qui détiennent le monopole du secteur pétrolier. Et aujourd'hui, on sait que c'est un secteur dont dépend essentiellement l'avenir même de la planète. S'il faut stopper aujourd'hui le réchauffement climatique, il faut stopper également les énergies fossiles. L'ambition, c'est de le faire d'ici 2050. Mais arriver à une COP plutôt avec ce format-là, avec une prédominance des acteurs même du pétrole, ça donne l'impression qu'on n'aura pas grand-chose à la fin. Dubaï tire la majorité de ses revenus du pétrole et du gaz. Et donc un pays qui a déjà ce profil-là, on se dit à quoi s'attendre à la fin. Mais en contrepartie, Dubaï rassure en disant que d'accord, vous avez raison, on sait que c'est le pétrole qui pollue davantage, mais nous, on a cette alternative de pouvoir trouver les technologies pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et stocker le carbone sous le sol. Donc c'est l'alternative que propose Dubaï. On sait que c'est une alternative qui n'est pas accessible aux pays comme les nôtres. Ce sera encore une autre manche d'adaptation inégale parce que eux ils ont les moyens pour pouvoir adopter les technologies. Nous on n'en a pas. Déjà avec le soleil, on a du mal à s'adapter, à s'offrir donc ce luxe-là. Donc c'est pas du tout un match facile à jouer à la COP. Voilà. Alain Tossounan, on sait que Dubaï c'est la ville de la démesure, on peut le dire ainsi, cette carte postale, cette principauté de la démesure, gratte-ciel le plus haut du monde, la plus grande piste de ski intérieur au monde, piscine à débordement la plus haute du monde, piscine la plus profonde aussi. On parle de 3 îles Palmeraie construites sur du béton coulé sur les récifs coralliens dans le but d'héberger des dizaines de milliers de personnes et des complexes hôteliers 5 étoiles que l'on survole
en hélicoptère et les projets ne s'arrêtent plus, hein, les projets pharaoniques. Quand on a ce décor-là, ce décor, franchement, c'est vraiment un pied de nez aux activistes de l'environnement. On peut se demander mais pourquoi une COP là-bas, dans la ville des excès. C'est la ville de tout, je dirais, de tous les excès. Je crois que, comme Fulbert l'a dit, on peut s'indigner d'avoir fait ce choix donc de tenir cette grande conférence à Dubaï. Mais d'un autre côté, certains se disent, bon, il faut amener ceux-là qui résistent donc, au changement à véritablement prendre les devants pour prendre des engagements. C'est vrai, ça manque de symboles, mais en même temps aussi, c'est qu'il faut les mettre devant leurs responsabilités. On a vu que par les COP précédentes, les Émirats arabes unis font partie donc des pays qui font de la résistance, notamment par rapport à la réduction donc des émissions donc qui sont liées donc aux énergies fossiles. Et donc c'est un enjeu majeur de cette COP-là. On espère que pour avoir pris les devants donc pour l'organisation de cette COP-là, peut-être qu'ils vont enfin devoir donc s'engager et dire bon, nous on va s'inscrire dans la liste des pays qui veulent vraiment cette réduction des énergies fossiles. Je crois qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui on est contre ce choix-là, je crois on va attendre d'avoir donc les résultats de la COP pour savoir si effectivement donc ce choix-là était raisonné ou c'est le choix de la démesure. Moi, je pense que fondamentalement, le contexte dans lequel s'organise la COP, c'est un contexte assez difficile. Nous sommes dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et on a vu aussi que tout récemment avec entre Israël et Gaza ce qui se passe et donc ce contexte-là va influer les décisions qui vont se rendre. Déjà il y a une absence remarquable, le président des États-Unis ne sera pas là. Alors que les deux COP précédentes, donc, il était présent. Donc, ça veut dire que il y a, par rapport donc, à ce qui est recherché, la présence même des dirigeants donc, du monde, donc il va avoir, c'est déjà un mauvais signe que effectivement, ça dit que l'enjeu se déplace. Aujourd'hui, ce n'est plus l'enjeu climatique qui est d'ailleurs mis là maintenant sous silence par rapport donc à d'autres enjeux qui sont là. Donc je crois que il faut attendre de savoir ce que donc cette COP va engendrer comme décision. Mais on peut déjà se dire que ce n'est pas gagné d'avance et que effectivement avec l'absence donc du président des États-Unis, c'est déjà un mauvais départ. Très bien. On sait que Patrice Sabo, c'est Joe Biden qui a remis les États-Unis dans l'accord de Paris après que Donald Trump a quitté donc l'accord de Paris. On connaît sa sensibilité, Joe Biden bien sûr, pour les questions liées à l'environnement et qu'il ne soit pas là aujourd'hui alors qu'il était à Sharm el-Sheikh il y a tout juste un an du côté de l'Égypte. Est-ce que déjà et à Glasgow aussi, en Écosse. Et en Écosse, bien sûr. Est-ce que cela présage de ce que cette COP est mal embarquée? Moi, je vois que compte tenu de sa sensibilité, sa présence aurait pu compter. Mais la COP ne se fait pas sur place, par ces transitaires-là. Tout se fait avant. Et je parie que si vous allez aujourd'hui, William nous le dira, il a une grosse équipe des États-Unis qui est là. Et ils ont choisi quand même des figures emblématiques comme les Al Gore. Oui, il y a deux conseils qui seront là. Il y a John Kerry qui est l'ancien secrétaire d'État. Et puis il y a un autre conseil aussi qui s'appelle John aussi. Oui, voilà. Qui sera là. Ils savent faire les choses. Mais sa présence devrait marquer une certaine autorité dans la prise des décisions pour influencer un peu les décisions. Mais je pense que vu son engagement, sa femme détermination à faire avancer les choses, ça peut aussi, même de loin, influencer les décisions. Mais ici, on peut dire que les choses ne sont pas en faveur de bonnes décisions. En tout cas, mon humble avis, on voit que sur 14 jours ou 15 jours, on n'a réservé que les 2 derniers jours pour les négociations. C'est très dangereux. Mais qu'est-ce qu'on faisait
pendant les 12 premiers jours là, on faisait quoi? On va faire de la distraction, on va faire de la diplomatie, on bavarde, on fait des trucs. On trouve aussi du financement. Hein, non. pour les petites ONG qui travaillent dans la protection de l'environnement. C'est pour ça qu'on a doublé. C'est eux là, ils servent de décor. Les ONG ne parlent pas. Les ONG ne disent rien. Elles sont là pour être utilisées par des... Mais la mobilisation quand même est importante. Oui, on sait ça. Les ONG rencontrent quand même des partenaires. C'est dans leur intérêt ça. Pour faire quoi après? Lorsque les ONG... Pour développer des projets. Vous en avez vu ici. Bien sûr, il y a de ces projets pour préserver de petits projets, certes, mais... Moi, je ne sais pas. Aussi vous venez de parler de la Jacinthe d'eau, oui. Qui est un problème majeur de dégradation de l'environnement. Hier, aujourd'hui, on a trouvé des alternatives. Eux, ils ont dit, OK, ils vont faire du compost. Il n'y a pas que ça. Vous avez vu les objets qu'ils ont amenés. Il y a ça. Il y a aussi le gel qu'on peut utiliser pour faire de l'énergie. Il y a tout ça. Et ce projet de gel, développer le gel pour faire de l'énergie nouvelle, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons une collègue qui s'appelle Claudia Paix à son âme, qui a fait ce truc-là depuis le président, un ministre est passé par ici pour dire oui, on va faire. Il est parti maintenant, on ne sait même pas s'il est dans le pays. Mais à sa suite, on a vu personne prendre ce projet-là pour dire nous voulons faire. Mais ils ont de l'argent pour ça. Vous voyez, non? Nous, au Nigeria tout près, ce projet est en train d'être développé et nous allons chercher le gel là-bas. Avec le foyer, et on vend dans le monde entier. Mais nous avons la Jacinthe de ici qui nous gêne, mais on n'a pas... Donc on l'accuse également d'avoir profité de sa position pour signer des accords d'énergie fossile, et que bon, il se défend, bon, vaille que vaille. Je ne sais pas si dans cette atmosphère de suspicion et de tout ça, ils pourront être à l'aise pour trouver des solutions, tout ça. Mais moi, j'ai pitié pour les pays africains. Ils ont dit, oui, nous voulons que, oui, on parle des pertes et dommages. Ça veut dire, si j'analyse bien ce concept-là, donnez-nous l'argent et allez polluer. C'est ce que ça veut dire. Tant que vous allez faire de la compensation pour les pertes de tout ça là, allez-y. Chaque fois, donnez-nous. Mais qui perd finalement? C'est la nature qui perd. Mais vous avez vu, nous avons fait plusieurs émissions ici avec les météorologues pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? On va dire que la nature a commencé par se rebeller contre ces grandes décisions-là. Ce n'est pas possible. On dit, oui, nous allons augmenter les capacités de mobilisation des fonds pour les pays vulnérables. Tout comme si c'est seulement les pays africains ou les pays les moins développés qui sont les plus vulnérables. Non, eux-mêmes, à force de continuer à développer ces énergies qui ne sont pas du tout adaptées, qui ne nous rassurent pas pour l'avenir, ils se mettent aussi en danger. C'est ça, c'est ce qu'il faut constater. Quoi. Donc moi, je pense que les pays africains doivent changer de cap. D'accord. Oui, ils doivent dire maintenant, c'est-à-dire trop c'est trop. Mais on peut même s'indigner pour dire, pourquoi vous nous amenez chaque fois, on bavarde, on n'a rien à la fin. Est-ce qu'il y a un an, on a pris des engagements? Est-ce qu'ils ont pu évaluer les engagements pris par ces États? C'est à l'ordre du jour. Oui, c'est à l'ordre du jour, mais on donne 2 jours pour ça. 2 jours sur 14. Pour ça, c'est pas possible. À quoi on peut s'attendre? Moi, je ne suis pas... William va nous le dire. D'accord. Et il le dira probablement mardi prochain lorsqu'il sera en direct donc dans cette émission, puisqu'il ne sera pas aujourd'hui, bien sûr. Allez, Fulbert Adimerosu, on revient quand même sur la figure presque, on va le dire ainsi, de cette COP qui se résume en la personne donc, de l'émir qui enfin, il fait partie de la famille royale, celui-là qui préside la COP 28. On sait que son pays, les Émirats Arabes Unis, il y a encore quelques décennies, c'était un village de pêcheurs, et en quelques années seulement, ils ont fait un bond assez quantitatif, et ils sont aujourd'hui 7e producteur de pétrole avec environ 3,5 millions de barils par jour, donc en 2023, et ils espèrent même augmenter de 25% leur production et atteindre les 5 millions de barils par jour en 2027, ce qui fera donc du pays le 3e plan d'exploitation d'hydrocarbures le plus ambitieux du monde, et selon l'Agence internationale de l'énergie, 90% de ce même plan donc devrait rester sous terre pour atteindre la neutralité carbone en 2050, et aucun projet d'extraction de combustibles fossiles ne devrait être entrepris afin de respecter le seuil des 1,5 degrés Celsius de réchauffement. Quand on voit tout ça,
et les associations l'ont rappelé, prendre un monsieur qui veut conduire cette politique pour présider la COP, c'est comme prendre le PDG d'une structure de vente de tabac, présider une conférence sur les cancers. Il y a conflit d'intérêts forcément. Bien sûr, bien évidemment. Cette fois-ci, c'est qu'ils sont à visage découvert. Sinon, depuis toujours, lors des COP, ils sont dans l'ombre pour influencer les décisions qui seront prises pour un accord mondial sur le climat. Et cette fois-ci, c'est que jouer à visage découvert, c'est dangereux, beaucoup plus parce que c'est un message qui est lancé. Et dans ce message, moi, je lis deux choses. La première, c'est que nous sommes partis d'un État comme un village, comme vous l'avez dit, avec le pétrole. Nous sommes aujourd'hui l'une des plus grandes destinations du monde. Aujourd'hui, vous aussi, pays africains, vous pouvez exploiter votre pétrole et dans 10 ans, 20 ans, devenir aussi l'une des plus grandes destinations du monde. C'est-à-dire, il faut mettre de côté la question climatique pour se développer. Quand on va finir de se développer, on peut aujourd'hui aller chercher des technologies pour résoudre la question climatique. C'est le message que Dubaï essaie de transmettre à l'ensemble de la planète. Pour eux, il ne s'agit pas d'arrêter les énergies fossiles d'ici 2050, comme tout le monde le souhaite, pour rester pauvre, pour demeurer pauvre, pour penser protéger la planète. Pour eux, c'est qu'il faut continuer à se développer et trouver des technologies. Quoi que cela coûte, il faut aujourd'hui en chercher pour pouvoir mettre sous terre le carbone et puis continuer à faire la belle vie. Mais je crois que au cours de cette COP, on va faire un bilan mondial. On sait qu'il y a 8 ans à la COP de Paris, on a pris une décision, l'accord de Paris. Aujourd'hui, 8 ans après, où en sommes-nous? Et quand on fait le bilan déjà, le bilan présenté par le GIEC dans son 6e rapport, le montre très bien. Nous ne sommes pas en mesure d'atteindre les objectifs fixés. Nous sommes à pratiquement plus de 3,2 degrés Celsius si on doit compter une trajectoire qu'on appelle d'ici 2050. Ce qui veut dire que même si nous arrêtons d'ici 2050 pratiquement les énergies fossiles, la planète va continuer à se réchauffer. Les dégâts vont s'accentuer. Les pays les plus vulnérables vont toujours continuer à subir comme d'habitude, pendant que ceux qui sont les pollueurs ont les moyens pour prévenir qu'on appelle les tempêtes, les cyclones. Aujourd'hui, je ne sais pas quel pays africain peut faire face à des cyclones de la taille de ce que les États-Unis vivent. Donc, eux, ils ont les moyens pour pouvoir faire face aux dégâts. Donc, ils s'en foutent pratiquement de ce que vivent les pays en voie de développement. Pour eux, la priorité, continuer à se développer, trouver les ressources sous terre, et puis le reste, on peut régler avec les moyens financiers. D'accord. Alors, à l'intention, il y a François Gében, qui est politologue donc, du climat et co-auteur du rapport, co-auteur du GIEC, qui estime que l'indignation sur la tenue de cette COP28 à Dubaï est quand même un point de vue très européen. Et il a fait rappeler que l'une des COP les plus piteuses, ou on va dire un des plus grands fiascos de l'histoire, en tout cas des COP, c'est quand même la COP 15 en 2009 qui s'est tenue du côté du Danemark, qui est un pays modèle de la lutte contre le changement climatique. Et donc, par conséquent, le fait de tenir la COP dans un pays qui dépend des hydrocarbures ne garantit pas forcément son échec, si tant est qu'un pays quand même qui est vert a pu le faire sans pouvoir parvenir à des accords. Oui. Donc, bon, je pense que c'est pour le symbole qu'on dénonce le fait donc d'aller à Dubaï. Sinon, on sait très bien que c'est pas ça qui va déterminer donc à la fin donc les résultats ou les décisions qui seront issues donc de cette COP-là. Alors, mais quand on pointe aussi du doigt à Dubaï et puis les Émirats Arabes Unis, il faut aussi voir l'Inde. Près de 75% donc de l'énergie donc produite en Inde vient du charbon. 62% viennent au niveau de la Chine. Donc 62% de l'électricité provient également donc, du charbon. Donc il n'y a pas que Dubaï, il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis qui sont les mauvais élèves par rapport donc, à la réduction donc, des gaz à effet de serre, par rapport aux émissions. Mais il y a également aussi l'Allemagne qui a réouvert. Donc ça veut dire que en fait, c'est le contexte actuel fait qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, donc qui a condamné les pays à retourner, donc à réouvrir donc les puits à charbon. Donc je crois qu'il n'y a pas que Dubaï. Donc ça veut dire que le débat ne doit pas être se focaliser sur Dubaï, mais on doit voir quel est en fait, au-delà de tout, est-ce que cette COP peut quand même nous sortir
on peut avoir un grain d'espoir. Et moi, je pense que oui, parce qu'on voit qu'au plan mondial, les dégâts s'accentuent. Et je crois que la prise de conscience, elle est là, même si les enjeux économiques font que les décisions à prendre ne viennent pas. Mais on sent effectivement que tout le monde aujourd'hui, les décideurs, les dirigeants aujourd'hui voient effectivement que les conséquences sont là. Et donc le premier enjeu sera vraiment de faire le bilan de l'accord de Paris. Et on attend de voir comment chaque pays va se mirer par rapport donc aux avancées, aux progrès qui ont été faits. Je crois que c'est la première fois qu'on met sur la table qu'on veut faire donc vraiment le bilan de l'accord de Paris. Et je crois que ça, c'est important parce que ça va amener les pays à véritablement pouvoir dire qu'est-ce que moi j'ai fait. Parce qu'il faut absolument mettre à l'épreuve chaque pays pour savoir en réalité où est-ce qu'ils en sont. Donc, je crois que ce premier enjeu-là, je pense que pour moi, c'est très important, au-delà du choix de Dubaï. Et l'autre enjeu aussi, c'est par rapport, donc, au fond, sur les pertes et dommages que dénonce le doyen Sabo. Je pense qu'au-delà de tout, il ne s'agit pas pour les pays donc, moins développés de tendre la main. C'est quand même, on parle de justice climatique. Ces pays développés qui ont longtemps pollué, il faut que quelque part, elles assument donc cette responsabilité d'avoir pollué la planète. Et je pense que ce fonds-là va aider les pays les plus durement touchés. Vous voyez la corne de l'Afrique aujourd'hui, la sécheresse fait que les gens meurent de faim parce que la sécheresse fait que les gens ne peuvent plus cultiver, il n'y a plus l'agriculture, vous avez donc le bétail qui meurt. Et donc aujourd'hui, ces pays n'ont pas véritablement les moyens de pouvoir faire face donc à ces catastrophes-là. Donc, et aujourd'hui, moi, je pense que cette COP peut-être, il y a encore un grain d'espoir que les pays absolument puissent prendre davantage conscience que si on ne fait rien, c'est qu'on va droit dans le mur. L'objectif de l'accord de Paris, c'était de faire en sorte de contenir le réchauffement à 1,5. Même pas 2, mais là, aujourd'hui, avec la trajectoire, comme Fulbert l'a dit, c'est qu'on va droit dans le mur. Or, on sait très bien que, par exemple, cette année-là va être peut-être l'année la plus chaude, avec les conséquences qui sont assez dramatiques. Est-ce qu'on va continuer? Parce que, et ce qui, moi, me réconforte, que les dirigeants sont condamnés cette fois-ci à pouvoir avancer, c'est que il n'y a pas cette partie donc, du monde qui échappe aux conséquences aujourd'hui. Donc, vous voyez aujourd'hui un peu partout, même les États-Unis, la Chine, un peu partout. Donc, si rien n'est fait, c'est que absolument. Donc, mais dedans, il y a quand même un grain d'espoir. Par exemple, au niveau des énergies fossiles, il y a cette lettre-là qui a été co-signée, initiée par la France sur l'arrêt des énergies fossiles. On n'arrive pas à drainer encore tous ceux qui sont pollueurs, ceux qui utilisent les énergies fossiles, parce que la transition coûte cher et les pays ont peur, vont trouver l'argent où pour financer cette transition-là. Mais il faut faire confiance aussi à la recherche. Les gens sont en train aussi de voir comment il faut capter le carbone et puis pouvoir faire en sorte que ce carbone-là ne se retrouve pas dans l'air. Alors, Patrice Sabo, est-ce que cette COP28 peut s'avérer déjà décisive, en ce sens que lorsque nous observons la vitesse éclair à laquelle vont aujourd'hui les catastrophes naturelles, lorsque vous voyez par exemple le phénomène El Niño qui fait ravage tout sur son passage, on a vu par exemple en Libye la catastrophe qui s'est produite au Maroc, le tremblement de terre, au Cameroun les éboulements, bref, un peu partout dans le monde, même ici chez nous au Bénin où le climat où tout est de travers. Il y a eu plus même samedi dernier. Franchement, on ne comprend plus rien. Est-ce que cette COP s'avère déjà décisive? Est-ce que nous sommes en train d'arpenter un virage décisif? C'est la nature qui est en train de nous parler. Si je dis Dieu, les gens vont dire oui, bon, qu'est-ce qu'il dit comme ça, voilà. Donc, bon, la nature même est en train de dire, on a tout fait. Vous n'avez pas été sensible. Maintenant, on fera sentir à tout un chacun de vous ce qu'on appelle changement climatique. C'est ça, c'est-à-dire vous ne pouvez rien contre ça. On vous met devant vos responsabilités et on va voir comment chacun va réagir. C'est pour ça que je suis totalement d'accord qu'ils ont mis, bon, on parle de partage de responsabilités par rapport à ce qui arrive et comment chacun peut contribuer. La nature est en train de nous parler.
On ne dira plus à chacun, est-ce que tu as vu ici? Non, ça se produit chez chacun et devant tout le monde. Si nous ne sommes pas sensibles à ça, je pense que nous allons vers l'apocalypse. C'est ça. Et ce serait vraiment dommage. Ce serait devant tout le monde. Comme quelqu'un l'a dit, le dernier oiseau sera capturé. La dernière mare sera polluée. Et le dernier arbre sera abattu. Vous allez comprendre que l'argent, le billet, là, ce n'est pas ça qui construit la nature. Ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Non, nous devons apprendre à vivre en harmonie, effectivement, avec la nature, en adoptant des comportements responsables, des comportements qui ressemblent vraiment à la vie sur Terre, quoi. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et ici, c'est comme si on est en compétition. Qui va détruire plus que qui pour se développer? C'est ça. Et les pays africains disent, vous détruisez tout, vous créez les élèves possibles tout le temps et vous les interdisez de le faire. Nous aussi, on va faire. C'est-à-dire que j'ai vu que c'est une sorte de compétition. Il y a eu quand même tout récemment. Le Sénégal est en train de dire tout ça, réclamer tout ça tout le temps. C'est-à-dire que d'autres pays disent oui, on est d'accord. Mais il y a que quand même les pays africains commencent à prendre conscience un peu de l'enjeu. Tout récemment, il y a eu cette conférence africaine sur le plastique, par exemple, pour prendre une résolution africaine. On lit de la déception dans votre body language. Ce n'est pas les initiatives qui manquent, c'est l'après. C'est l'après là qui pose. Vous avez vu tous les débats qu'il y a eu entre ces décisions-là. C'est-à-dire ils ont tout commencé, après on remet tout en cause. Ils sont sortis comment de cette conférence contre la lutte contre le plastique là? Comment ils sont sortis? Chacun c'est à dos à dos. Personne ne s'est entendu sur quoi que ce soit. Ils vont revenir encore. Parce qu'ils ont l'argent pour organiser ces messes là. Vous savez, ils ont dit en Égypte, il y avait eu 5000 participants pour la COP en Égypte. Ici là, c'est plus de 10 000 participants. On va contacter des jeunes, des filles, on leur fabrique des messages, on dit allez, dis ça, faites le plaisir, on donne l'argent, on mange, on défecte, on fait tout, et on revient, on pollue, et on revient. C'est ça les histoires. Et ça ne marche pas. Moi, je suis un peu déçu. La France qui a dit, oui, on a initié une lettre. Je suis désolé qu'en 2015, ils ont dit, nous allons mettre fin à l'utilisation du glyphosate. Vous savez ça? Égale pesticide. Le pesticide augmente les gaz à effet de serre. C'est la France qui a fait cette promesse-là. Macron a fait ça. Il vient, on fait un vote. En 2015, Macron n'était pas président. En 2015. François Hollande était président. Mais lorsqu'il est venu, il dit, je vous promets ça. On l'a élu. Mais le 26 novembre dernier, c'était une catastrophe dans le monde que la France soit présente. Et on dit qu'on n'a pas trouvé le nom. Attendez, non, c'est pas l'Union européenne. Il faut des votes. Il faut des votes, c'est lorsque les gens n'arrivent pas à coordonner le vote là et à trouver le quota qu'il faut, que l'Union européenne prend de droit une décision. Ils se sont arrangés pour ne pas trouver le quota. Et la France dit, je ne vote pas. On reconduit encore le glyphosate pour 10 ans. C'est du jamais vu. Quelle est cette volonté de dire on veut réduire les gaz à effet de serre? Non, c'est de se moquer du monde. Ils se moquent de l'humanité parce qu'ils comptent sur les richesses pour dire, quel que soit, c'est comme quelqu'un dit ici, même si la boule d'Agassa coûte 10 000, moi je peux l'acheter pour ma famille. Les gens l'ont dit ici. C'est la même attitude que les gens ont là-bas. Allez, mourrez, faites ce que vous voulez, mais moi je sais qu'il aura une époque. Et Dieu fera que ce serait à notre époque. On va voir. On va pas implorer. Monsieur Sabo, on va pas implorer. On va pas implorer le malheur. Que vous veuillez ou pas. Ben, on va pas implorer quand même le malheur. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. C'est des paroles fortes pour marquer les consciences de ces décideurs-là. Mais ça, la COP, vous devez aller les dire. Non, je le dis ici. Parce que la COP, là, il y a des Béninois qui sont partis. C'est-à-dire qu'ils sont partis comme si rien n'était. On ne sait pas sur quel message. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Non, il y a quand même, William a réalisé quand même un reportage. C'est lui qui a fait ça. Il a dit les décideurs. William ne parlera pas là-bas. Il ne parlera pas, mais là, il va nous rapporter des faits et des propos, des images ici. Ceux qui sont désignés pour nous représenter là-bas, qu'est-ce qu'on s'est dit avant qu'il ne parte là-bas? Justement, il a réalisé un reportage sur donc, les préparatifs donc, de la COP par le Bénin. Il y a eu quand même des réunions sur réunions. Des journalistes, des paysans, des Monsieur Sabo, des pêcheurs. Si vous permettez. Non, c'est ça. C'est la méthode. Si nous accusons les autres, nous devons voir notre maison. Nous-mêmes, pendant un an, on s'est comporté comment? Depuis 2000... C'est 2015, la COP 21. Depuis 2015,
qu'on a participé à la COP 21 au Bénin ici, là. On veut faire le bilan de 8 ans. Ils ont fait le bilan avec qui? Il faut le dire, ces choses-là. C'est notre rôle. Il a été fait plusieurs fois. En fait, le Bénin a présenté plusieurs documents de communication nationale sur le changement climatique. Donc, le bilan, on suit depuis. Il y a la troisième. Les pesticides ont diminué de quelle quantité dans ce pays-là? Ici. Ce n'est pas un débat de pesticides. Je crois que c'est un débat qui concerne tous les secteurs. Parce qu'en réalité, même, il y a plusieurs secteurs aujourd'hui qui émettent les gaz à effet de serre. Au Bénin, on sait qu'il y a le secteur de l'énergie parce que le transport est essentiellement alimenté par du carburant, du pétrole. Oui. On sait qu'il y a l'agriculture. On sait qu'on continue de construire des immeubles totalement fermés. On va permettre à il n'y a pas de transport en commun ici. Il y a tout ça. Et justement, c'est à ça il faut désormais travailler. Alors, nous avons une contribution déterminée nationale, le CDN. Et c'est ça que tous les pays, c'est ça qui contient l'engagement de tous les pays. Après la COP de Paris, on est passé à des CDN. Les CDN comportent des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comportent des engagements pour l'adaptation au changement climatique. Au Bénin, dans notre CDN, nous avons élaboré des documents, nous avons projeté, mettre en place des activités. Aujourd'hui, il faut commencer par les implémenter. Il y a des projets qui sont en cours qui le font déjà, mais il faut commencer par les capitaliser pour montrer aux gens vraiment ce que nous faisons. Et c'est peut-être à ça qu'il faut commencer par travailler. Oui, sinon, je pense que c'est là où le doyen quand même a raison. Des projets, il y en a plein qui sont en phase avec notre CDN. Mais il faut commencer par les capitaliser quelque part pour que les gens voient clairement ce que nous faisons déjà et comment nous travaillons à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Bénin. Nous sommes passés d'un pays émetteur de gaz à effet de serre. Nous sommes aussi sur un plan de vérité. Les sacs de charbon n'ont jamais cessé de venir dans les grandes villes. Ils viennent d'où? D'où ils viennent là? Combien d'arbres on a remis à leur place? C'est-à-dire que... Attendez, non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est-à-dire que si on veut construire, on veut dire, on a produit du coton. Est-ce que les espaces ont été réduits pour qu'on fasse du coton, c'est-à-dire on fasse économie d'utilisation? On va pas faire focus. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de nous interpeller nous-mêmes. Bien sûr. Et c'est légitime. Il y a autre chose. C'est légitime. C'est légitime. C'est ça comment je parle. Si on écrit document, ils écrivent le document à leur niveau. La recherche a produit quoi? Comme technologie nouvelle. C'est encore ça le problème. Aujourd'hui, on a tellement de solutions en matière de technologie, d'innovation, et c'est encore comment il faut les implémenter. Comment il faut partir des laboratoires vers des startups qui mettent en place ces technologies-là. Oui. Il faut trouver le couloir, il faut trouver le canal de communication entre la science et le développement. En fait, pour chaque question concernant le changement climatique, il faut travailler sur le détail. C'est parce que nous manquons de nous focaliser sur l'essentiel. Et nous pensons souvent que le débat se retrouve dans qu'on appelle le show qu'on peut faire pour dire nous sommes pro-climat. Aujourd'hui, la réalité nous impose d'aller chercher la technologie. Et c'est peut-être là aussi le message positif de Dubaï. Les technologies sont là, les laboratoires en consomment assez, mais nous manquons de les exploiter pour pouvoir aider à développer durablement. Alors, vous permettez que je retrouve Alain, qui est quand même resté très neutre dans ce débat. Non, mais je crois que... Oui. Mais c'est intéressant de voir, et c'est ça déjà le débat, hein, c'est ça qui va se passer à la COP 28. Mais ce qui est légitime, c'est qu'avant d'aller à la COP, que dans chaque pays, dans chaque continent, dans chaque région du monde, qu'on fasse cet exercice de bilan. Et que les citoyens puissent s'approprient donc les petits pas qui sont faits et même les enjeux, pour que chacun à son niveau puisse contribuer. Le dérèglement, le changement climatique, le réchauffement climatique n'est pas l'affaire des seuls dirigeants. Donc on écrit des documents, il y a des technologies qui sont développées dans les laboratoires, au niveau des universités, mais on l'a toujours dit ici, comment créer le pont entre donc, ces résultats de recherche et puis ceux-là qui sont à la décision.
et qui ont les moyens donc d'implémenter cela. Donc c'est ça, je crois que le débat est tout à fait, là. Alain, si vous me permettez que je pose une question. Aujourd'hui, dans le contexte géopolitique actuel, très tendu, bipolarisé ou tripolarisé ou quadripolarisé si vous voulez, est-ce que les Émirats arabes unis ne représentent quand même pas, de par peut-être leur neutralité, la pièce qui pourrait quand même faire converger tous les pays, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient de l'Occident, qu'ils soient donc des Amériques? Est-ce que les Émirats arabes unis ne pourraient pas constituer le médiateur parfait? Non, mais ils le sont. Idéal. Ben, je pense qu'ils le sont déjà. Quand vous voyez la guerre entre Israël et Gaza, vous voyez comment le Qatar joue un rôle essentiel et qui essaie entre l'Occident et puis, je dirais, les autres parties du monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Émirats arabes unis sont en train absolument de jouer un rôle de médiation. Et on espère qu'au niveau du climat, ce rôle-là va monter en puissance pour qu'au moins ils puissent, disons, pouvoir converger les différents points de vue. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une bipolarisation entre les pays développés qui sont des pollueurs potentiels, et aussi les pays sous-développés qui réclament justice. Mais je pense qu'entre les deux, on a besoin quand même d'un médiateur. Et ils se positionnent très bien comme étant donc même s'ils sont à la fois pollueurs, mais aussi ils se retrouvent aussi du côté, ils défendent aussi les pays sous-développés. C'est pourquoi moi je dis il y a un espoir. Il y a un espoir et même si Joe Biden ne sera pas à cette COP-là, il faut quand même rappeler que le pape François sera donc la grande vedette. Il viendra passer 3 jours. Et je crois, puisqu'il a mis son pontificat, il a donné à son pontificat une tonalité verte, donc on espère que ce message-là, au moins, en tant qu'autorité morale, ça commence à résonner. Et nous l'avons vu aussi, même au Bénin ici, comment l'Église catholique s'est engagée. Je crois que tout n'est pas perdu. On peut encore, avec ces messages qui seront portés par ces autorités-là morales, qu'on pourra quand même continuer à conscientiser donc, les différents dirigeants. Aujourd'hui, moi je pense qu'au-delà du contexte géopolitique qui est assez tendu, que malgré ça, il va y avoir donc des petits pas qui seront faits. Déjà, se font donc des pertes et dommages, 95 millions de dollars que les États-Unis et l'Union européenne, donc, qui seront rejoints certainement par d'autres pays, pour qu'on puisse augmenter la capacité de résilience de nos pays qui sont durement frappés, mais qui n'ont pas les moyens vraiment de s'adapter. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Nous avons des solutions, nous avons des technologies qui sont développées, mais comment passer à l'échelle? Donc, il y a des ONG qui développent des choses, il y a des chercheurs qui développent un certain nombre de choses, mais comment financer, comment développer cela? Et on sent qu'aujourd'hui, les pays aujourd'hui sont confrontés à un certain nombre de problèmes économiques. Et donc, pour trouver l'argent, il faut que l'argent vienne de quelque part. Et je crois aujourd'hui, notre agriculture doit se réinventer et on a besoin d'une transition vraiment pour pouvoir... pour qu'elle soit durable et responsable. Merci beaucoup à vous, Alain Tousnon. C'est fini. Monsieur Savo, c'est fini. Le médiateur dont on parle ici a vraiment la capacité financière pour influencer vraiment... Le sultan Ahmed Al-Jaber. Exactement. Voilà. Tout son pays, ils en ont maintenant pour dire oui, nous sommes des vrais médiateurs et on peut augmenter la cagnotte pour que les choses commencent par se faire. Ils ont 100 millions, mais aujourd'hui, on sait que... La guerre, on le sait. Je présume que d'ici à 1 an, la vision 2060 du Bénin prendra en compte ces préoccupations pour que nous ne soyons pas ici à dire tout ceci après 32 ans. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Sabo. Merci Alain Tousnon. Merci à vous, Fulbert. Allez, on vous laisse filer rapidement pour que vous puissiez vaquer à d'autres occupations. Voilà, 5 sur 7 matin. Le débat matinal, c'est fini pour le compte de ce mardi.